Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'information sur le 262. Bienvenue, merci de nous choisir. Au sommaire de cette édition, le Togo va très prochainement se doter d'une carte de l'investissement orientée vers les objectifs de développement durable. L'initiative va donner une vue précise sur des opportunités d'investissement dans des domaines clés. D'autres détails sur le projet dans cette édition. Puis, afin de rapprocher davantage la population togolaise des institutions étatiques du pays, les autorités se sont lancées dans la digitalisation des services publics. Comment est-elle perçue par la population? Nous étions sur le terrain, vous le verrez. Puis au-delà de nos frontières au Sénégal, des mesures d'urgence et multidimensionnelles devront être prises pour endiguer le flux en pleine expansion des départs de migrants qui prennent les pirogues pour gagner l'Europe. Recommandations faites par Macky Sall, les précisions dans un instant. Et dans le reste de l'actualité, une conférence humanitaire pour Gaza se tient depuis ce jeudi à Paris. Il a pour but d'apporter des réponses concrètes à la situation des habitants de l'enclave palestinienne soumis à l'offensive de l'armée israélienne en réponse aux attaques du Hamas sur le territoire le 7 octobre dernier. C'est tout pour les grandes lignes de cette édition. Nous passons au développement tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Bientôt, le Togo va pouvoir disposer d'une carte de l'investissement orientée vers les objectifs de développement durable, accélérer les actions vers l'atteinte de ces ODD, mais également rendre un peu plus visible ce qui a lieu de faire dans le cadre de ces objectifs sont entre autres les buts poursuivis par l'initiative. Les précisions sur le projet avec ce reportage signé Promise Pomekbe et Kofi Kligé. Adoptés par les Nations Unies en 2015, les objectifs de développement durable ODD constituent un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les humains vivent dans la paix et la prospérité d'ici 2030. Même si les interrogations se multiplient sur l'atteinte de ces objectifs, les efforts se poursuivent en ce sens. Les interventions dans un domaine pouvant affecter les résultats dans d'autres, les pays se sont engagés à accélérer les progrès pour ceux qui sont le plus en retard pour un développement équilibré impliquant tous les aspects sociaux, économiques et environnementaux. Au Togo, le ton vient d'être donné pour la mise en place d'une carte de l'investissement orientée vers les ODD. L'idée pour le pays est d'une part de contribuer à accélérer des actions et d'autre part de rendre plus visible ce qui est possible d'être fait dans le cadre de ces objectifs. Il sera question de collecter les données des structures et institutions, aussi bien du public que du privé, et les mettre à disposition sur une plateforme agrégée au niveau mondial. Les données permettront d'avoir une vision précise des opportunités d'investissement dans les domaines en lien avec les ODD, tels que l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau potable et bien d'autres. En effet, ce projet conjoint du ministère de la Promotion de l'Investissement et le PNUD va permettre d'accélérer l'accès à l'espace financier du pays dans la mise en œuvre de ses ambitions et mettre en place une plateforme de dialogue et de mobilisation des ressources. Une nouvelle ère, dit-on, pour le pays qui œuvre à renforcer sa politique de promotion et d'attraction des investissements directs étrangers IDE, mais aussi à débloquer le potentiel du secteur privé local. Éligible à la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique AGOA, le Togo a participé au 19e forum de l'initiative. C'était l'occasion pour le pays de clamer les avantages de la loi, mais également de présenter ses propositions pour renforcer les relations commerciales et d'investissement avec les États-Unis. Les précisions dans ce reportage. Le Togo a participé au 19e Forum AGOA qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud du 4 au 6 novembre dernier. Le forum a réuni les représentants des pays africains éligibles à l'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique. Elle permet aux pays africains d'exporter certains produits vers les États-Unis sans droit de douane. Le pays, qui bénéficie de l'AGOA depuis 2008, a plaidé pour une prolongation de 10 ans du programme qui doit expirer en septembre 2025. Le ministre togolais du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kaimi Vedor, a souligné les avantages de l'AGOA pour le développement économique et social du Togo.
notamment la création d'emplois, la diversification des exportations et l'attraction des investissements. Le pays a également présenté ses propositions pour renforcer les relations commerciales et d'investissement avec les États-Unis. Parmi ces propositions, on note la mise en place d'un mécanisme de dialogue permanent entre les parties et la facilitation de l'accès au marché américain pour les produits togolais à forte valeur ajoutée, tels que les produits agroalimentaires, les cosmétiques et les textiles. Le Togo a également insisté sur le renforcement des capacités des opérateurs économiques, notamment en matière de normes de qualité, de certification et de promotion. Aussi, l'accent a été mis sur le soutien à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement qui vise à faire du pays un hub logistique et un centre d'affaires dans la sous-région est-africaine. Le gouvernement togolais, afin de simplifier les démarches administratives, mais également de réduire les files d'attente au sein des institutions étatiques, s'est engagé dans un processus de digitalisation des services publics administratifs. Comment est perçue l'initiative par l'ensemble de la population togolaise? Nous étions sur le terrain et voici le compte rendu de Claire Gagnon, Promise Bomegbe et Ange Sénat. Lancée en 2022, la plateforme des services gouvernementaux vise à simplifier les démarches administratives et à réduire les longues files d'attente. Cette initiative s'inscrit dans la politique de digitalisation des services publics en conformité avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025. La plateforme a accueilli entre juin et octobre 2023 133 974 nouveaux visiteurs. Parmi les services déjà disponibles sur cette plateforme, on retrouve la demande de carte de séjour, l'établissement d'un casier judiciaire, l'obtention d'un duplicata de nationalité, la demande de passeport et même la consultation des résultats du bac 2, pour n'en citer que quelques-uns. L'objectif du gouvernement est de digitaliser 75% des démarches administratives d'ici 2025, offrant ainsi un gain de temps et de simplicité aux citoyens. Une initiative accueillie favorablement par certains parce que cela permet de gagner en temps. C'est une bonne chose. D'abord, ça permet aussi de gagner du temps. Parce qu'auparavant, tu restes là-bas, il y a beaucoup de monde. Et si tu avais un boulot que tu devais faire, tu vas gaspiller toute une journée juste pour ça. Alors qu'aujourd'hui, devant ton téléphone ou ton ordinateur, tout de suite, en 5 minutes, tu as fini, quoi. Donc, je trouve que la digitalisation est... En fait, c'est plus avantageux que ce qu'on faisait avant. Bon, le fait déjà de ramener toutes ces choses en ligne, ça nous permet de pouvoir accéder facilement à ces pièces. Au lieu d'aller faire les queues là-bas et patienter à des heures, déjà vous êtes connecté, vous allez sur l'Internet. Rapidement, vous pouvez toutefois accéder à ces demandes. Moi, je trouve que c'est très fiable et c'est à féliciter et à encourager également. Cette avancée marque une étape majeure dans la modernisation des services publics et facilite la vie des administrés. L'agropôle de Kara, mis en place en 2018 dans le cadre du projet de transformation agroalimentaire du Togo, PTA Togo, a dressé ses premiers bilans. 5 ans après, l'agropôle, dans son agenda de déploiement, a enregistré une série de progrès. Les précisions sont de Bernard Quinvy. Le développement du secteur agricole a un impact significatif et considérable sur la production alimentaire nationale et la sécurité alimentaire. Afin de promouvoir davantage le secteur, l'État togolais a lancé il y a 5 ans le projet de transformation agroalimentaire PTA qui comporte notamment l'agropôle pilote de Kara. L'objectif du projet est de favoriser le développement de la production agricole et sa valorisation. 5 années après sa mise en place, il ressort que plus de 11 000 hectares de zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, ont été aménagés en blocs de 100 hectares, subdivisés en 20 parcelles de 5 hectares. Aussi, plus de 17 400 hectares ont été sécurisés. Sur le plan de la productivité, le niveau de production céréalière a augmenté de 120%, ceci grâce aux investissements en aménagement, dotation d'outils modernes et en renforcement des capacités des producteurs.
Pour rappel, le projet Agropole Cara cible 6 filières prioritaires, à savoir le riz, les volailles, les poissons, le sésame, le soja et l'anacarde. Notons que l'État togolais a prévu à l'horizon 2030 la mise en place d'une dizaine d'agropoles sur toute l'étendue du territoire, essentiellement autour des grands bassins disponibles au Togo, notamment le bassin de Loti, le bassin de la Cara, le bassin du Mono et le complexe Zio-Haro. Au Togo, les initiatives se succèdent davantage pour améliorer la transformation digitale au Togo et créer un cadre favorable à l'émergence de l'entrepreneuriat digital. Pour preuve, premier pays d'Afrique à être connecté au câble Internet sous-marin Equiano de Google, le pays accueille au sein de sa capitale l'initiative Weson Tech Week. On en parle et c'est avec ce reportage de Nadège Arlidja et de Jessica Rallo. Le câble Internet sous-marin Equiano de Google est désormais opérationnel au Togo depuis août 2023. L'information a été dévoilée alors que la société Syscord lançait à Lomé la Weson Tech Week pour célébrer les progrès de la transformation digitale dans le pays et promouvoir l'entrepreneuriat digital. Il offre une capacité de réseau environ 20 fois supérieure aux structures précédentes, permettant de pallier l'impact de la rupture du câble WAX en août dernier. La Joint Venture Sysquad Weson, composée de Sysquad et du gouvernement togolais, est chargée de gérer ce câble. Le Togo est ainsi devenu le premier pays d'Afrique à être connecté à ce câble de dernière génération. Cette avancée technologique favorise la transformation digitale du pays et promeut l'entrepreneuriat digital. Dès son lancement en mars 2022, le câble Equiano a été réceptionné par le président togolais Faure Gnassingbé et la ministre chargée de l'économie numérique, Sina Lawson. La capacité du câble est mise à disposition non seulement des acteurs togolais tels que Togocom, Toelis et Café Informatique, mais également d'autres acteurs étrangers. L'objectif principal est de renforcer le partenariat avec les pays voisins tels que le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso afin de vendre cette capacité Internet. De plus, le réseau de fibre optique sera étendu dans tout le pays, y compris vers les régions septentrionales, afin d'améliorer la connectivité sur l'ensemble du territoire. Le Togo aspire à devenir un point d'entrée majeur de la connectivité Internet dans la sous-région. La Joint Venture Sysquad Weson, détenue à 44% par le gouvernement togolais et à 56% par Sysquad, a également pris en charge le réseau eGov qui connecte les administrations togolaises et participe à la consolidation de la nouvelle architecture Internet en cours de déploiement. Également ce soir, nous faisons un état des lieux sur la situation du travail des enfants. Les nouvelles précisent que ce fléau prend davantage de l'ampleur malgré les différents efforts qui sont consentis. Et voici les précisions de l'Organisation internationale du travail rapportées par Nadège Arlidja. Devenu presque une norme dans certaines régions du monde, le travail des enfants vient de battre le record du siècle. Selon les récents chiffres de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, en 4 ans, de 2019 à 2023, le nombre d'enfants travailleurs a augmenté de plus de 6 millions, un record que le monde n'a pas connu depuis un bon moment. Le nombre d'enfants dans cette situation dans le monde est passé à 160 millions d'après les données de juin 2023. Pour la première fois en 2020, le travail des enfants est en augmentation, a souligné Gilbert Fossourongo, le directeur général de l'OIT, lors de la journée internationale contre le travail des enfants. Toujours selon l'organisation, il se trouve que dans les 160 millions, 80 millions se retrouvent à exécuter des travaux dangereux, c'est-à-dire des travaux qui agissent sur leur santé physique et mentale, leur sécurité et leur développement moral. Les décideurs proposent comme action de lutte contre ce fléau l'offre de travail décente aux adultes aptes à travailler, ce qui automatiquement devra empêcher celui des enfants, vu comme parent avec un travail digne, pensera plus à la bonne éducation de son enfant qu'à accepter le laisser travailler comme c'est souvent le cas. Autre chose que demande l'Organisation internationale du travail, c'est d'œuvrer au niveau national, sous-régional, continental et mondial pour soutenir la justice sociale.
Au-delà de nos frontières à présent, et on en parlait dans une édition précédente, le Sénégal reste le point de départ d'un flot assez important de migrants vers l'Occident, une situation qui interpelle les autorités du pays. Sur recommandation de Macky Sall, l'actuel président sénégalais, des mesures d'urgence seront prises pour endiguer le phénomène. Le point sur la situation, le voici. La recrudescence de l'immigration clandestine au Sénégal a atteint cette année des proportions inquiétantes. Le président Macky Sall a donc ordonné à son gouvernement mercredi la mise en place de mesures d'urgence afin d'endiguer le flux croissant des départs vers l'Europe. Le communiqué publié après le Conseil des ministres explique que cet effort des autorités devra associer les ministres de l'Intérieur, des Armées, de la Jeunesse ou encore de la Pêche. Depuis ces derniers mois, les interceptions ou les sauvetages dans l'Atlantique au large du Sénégal sont de plus en plus récurrents. À cela s'ajoutent les drames liés au naufrage. Entre le 1er janvier et le 31 octobre de cette année, pas moins de 30 700 personnes sont arrivées aux Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée de l'Europe. Et selon Frontex, l'agence européenne de garde-côtes, la majorité des arrivants sont originaires du Sénégal et du Maroc. Tout autre sujet à présent, 54 000 €, soit 500 millions de francs guinéens. C'est là le montant promis par les autorités guinéennes à toute personne qui aidera ou facilitera l'arrestation de Claude Pivy, l'un des hommes forts de la junte qui a dirigé la Guinée entre 2008 et 2009 sous la direction du capitaine Dadis Camara. Tous accusés et condamnés dans l'affaire du massacre du 28 septembre. Samedi, Claude Pivy et 3 autres avaient été extraits de leur cellule par des hommes lourdement armés après un raid qui aurait fait 9 morts. Mais alors que le capitaine Dadis Camara ainsi que 2 d'entre les détenus avaient été retrouvés et ramenés en prison, Claude Pivy est toujours en cavale et activement recherché, tant au niveau national qu'international, a déclaré le ministre de la Justice guinéenne Alphonse Charles White dans un communiqué. Nous quittons pour la République démocratique du Congo. Roger Lumbala, l'ex-chef du groupe armé RCDN, pourrait très prochainement comparaître devant la justice en France, accusé de complicité de crimes contre l'humanité commis en Ituri et au Nord Kivu entre 2002 et 2003 lors de la deuxième guerre du Congo. Des preuves seraient maintenant assez suffisantes pour engager des poursuites contre lui. Roger Lumbala sera bientôt appelé à comparaître devant la justice française. L'ex-chef du groupe armé RCDN est poursuivi devant les assises pour complicité de crimes contre l'humanité commis en Ituri et au Nord Kivu entre 2002 et 2003 lors de la deuxième guerre du Congo. Des attaques mortelles contre des populations commises dans le cadre de l'opération Effacer le tableau lancée par sa rébellion. Le RCDN, avec le soutien de ses alliés, dont le mouvement pour la libération du Congo, avait pour objectif de conquérir des territoires dans l'est de la RDC. Après 2 décennies, la justice française affirme posséder suffisamment de preuves pour engager des poursuites contre le chef rebelle, grâce notamment aux témoignages des victimes. Alors que le rapport mapping de l'ONU recensait déjà des massacres commis en RDC entre 1993 et 2003. Le procès de Roger Lumbala se déroulera en dehors du théâtre des faits, en vertu de la compétence universelle, en raison de la gravité des crimes présumés. Direction Afrique du Sud, il sera déployé 3300 membres des forces armées du pays sur le terrain, ceci pour renforcer la lutte contre les activités minières illégales dans le pays. L'initiative devra s'étendre jusqu'en avril 2024 et coûter près de 500 millions de rands, soit 25 millions d'euros à l'État. 3300 membres de l'armée sud-africaine seront déployés pour lutter contre les activités minières illégales. L'annonce a été faite jeudi par le cabinet du président Cyril Ramaphosa.
Comme indiqué par son porte-parole, les membres de la Force de défense nationale sud-africaine auront pour mission d'aider la police jusqu'au mois d'avril 2024. L'opération est chiffrée à près de 25 millions d'euros, précise le communiqué. En Afrique du Sud, notamment dans la province de Gauteng, la région est parsemée de puits et de tranchées profondes laissées par des générations de mineurs informels. Ces derniers tentent de gagner de l'argent en travaillant dans des puits clandestins, parfois au péril de leur vie. Mais ces opérations illégales affectent également les mines en activité. Les entreprises se plaignent depuis des années pour leur argent et la menace que cela représente pour leur personnel. Nous partons pour le Madagascar. Hier mercredi, pour une nouvelle fois, l'opposition est descendue dans les rues, cette fois-ci dans le quartier de Mahamasina pour manifester. Elle s'est heurtée aux forces de l'ordre. Des affrontements ont eu lieu. Le bilan fait état d'une quinzaine de blessés. Madagascar, au moins 16 personnes ont été blessées, dont 12 civils et 4 éléments des forces de l'ordre au cours d'une manifestation d'opposants mercredi à Antananarivo. À une semaine du scrutin présidentiel dans le pays, l'opposition réunie au sein du collectif des 10 s'était donné rendez-vous avec ses partisans dans le quartier de Mahamasina. Sauf qu'ils y étaient attendus par les forces de l'ordre. Un affrontement a eu lieu entre les deux camps après l'arrestation du député du 5e arrondissement de la capitale malgache, Fetra Ralambosa Fimbololona. Les tirs de gaz lacrymogène autour de la Mahamasina, qui abrite des hôpitaux et plusieurs centres de santé, ont été dénoncés par le personnel soignant. La grande île de l'océan Indien est secouée depuis des semaines par une bataille féroce entre le pouvoir et le collectif, dont chaque membre se présente toutefois individuellement à l'élection présidentielle du 16 novembre prochain. Ces opposants dénoncent régulièrement depuis plus d'un mois ce qu'ils appellent un coup d'État institutionnel orchestré selon eux par le président sortant André Rajoelina en vue du scrutin. Ils réclament une élection libre et équitable. Une vague d'indignation s'est emparée de la population suite à une énième répression violente des gendarmes à l'encontre des manifestants. Dans le reste de l'actualité, une conférence humanitaire sur Gaza s'est ouverte ce jeudi à Paris. Il s'agit pour des chefs d'État de l'Union européenne, des représentants des Nations Unies, mais également de la Croix-Rouge, ceci en l'absence d'Israël, de trouver des mesures concrètes afin de préserver les populations de la bande de Gaza. Voici le compte rendu. Paris accueille une conférence humanitaire pour Gaza réunissant des chefs d'État de l'Union européenne, des représentants de l'ONU et de la Croix-Rouge en l'absence d'Israël. L'objectif est d'apporter des réponses concrètes à la situation des habitants de l'enclave palestinienne soumise à l'offensive de l'armée israélienne en réponse aux attaques du Hamas sur leur territoire le 7 octobre dernier. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Celui-ci doit pouvoir devenir possible. Nous devrons prendre du recul avant qu'il ne soit trop tard, mais une véritable perspective de statut palestinien est essentielle. Comme vous le dites, Monsieur le Président, pour stabiliser la région, il est dans l'intérêt de tous, y compris d'Israël, de trouver une solution qui permette aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en paix côte à côte. L'hôte Emmanuel Macron a appelé les acteurs humanitaires à agir à Gaza pour une initiative de paix et de sécurité, tout en rappelant à Israël sa responsabilité en tant que démocratie de respecter la loi et de protéger les civils. Et la lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règles. Israël le sait, le piège du terrorisme est pour nous tous le même. Céder à la violence et renoncer à nos valeurs. Israël, pour sa part, a nié l'existence d'une telle crise humanitaire à Gaza et conditionne le cessez-le-feu à la libération des otages. Point final à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez demain Nadège Arlidja pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.